travailler avec Prouvé, ce que ça veut dire? Eh bien, je suis arrivé chez Prouvé, on va dire, sans l'avoir, sans y être prédisposé. Je vais vous dire des dates précises, c'était en 52, en 52. En revenant de mon service militaire, j'avais passé une annonce dans un journal et puis j'ai eu une réponse. Il s'est trouvé que c'était la plus sympathique, j'ai répondu, j'ai été convoqué et je suis venu par une belle journée d'été. Il faisait très chaud, j'ai attendu un petit peu auprès de la secrétaire. Et au bout d'un moment, j'ai demandé à la secrétaire s'il pouvait sortir. C'était intenable dans un petit bâtiment pouvait. La température était beaucoup trop forte, c'était en plein été. Elle m'a dit, écoutez, vous n'avez qu'à sortir. Et au bout de la cour, vous pouvez me voir, monsieur Prouvé, ils sont en train de monter un prototype. Ah, bon, je ne savais pas si c'était un prototype, bien évidemment. Alors je suis allé au bout de la cour et j'ai vu quelque chose d'impensable pour moi. J'ai vu monter une petite maison, un petit édifice, comme moi je montais quand j'étais gamin du mécano. Il s'agissait d'une station, d'un prototype pour une station de distribution d'essence de la société Shell. Et pendant 1 heure et demie, j'ai regardé les gens s'activer, ainsi que Prouvé, qui était en chemise blanche avec la cravate dans sa chemise. Les ouvriers étaient en blouse blanche. Je n'ai pas entendu un coup de marteau. Tout se montait correctement, il y avait bien des discussions et ainsi de suite, puisque c'était un prototype sur une évolution du produit. Je commence alors, après cela, bien sûr, j'ai été reçu par Prouvé dans son bureau, et bon, il m'a dit, écoute, si tu as envie de travailler chez nous, aucun problème, quelles sont tes expériences? Alors mon expérience n'était pas très drôle, parce que j'avais travaillé pendant 1 an et demi dans une société qui était à Bar-le-Duc, donc à 100 km de Nancy, une société qui en particulier faisait des ponts roulants, des grosses choses, des grosses, pour l'industrie minière de la région, des gros appareils énormes, et j'ai passé tous ces 1 an et demi à faire des calculs. Ma formation était telle que je savais calculer la ferraille, et ainsi de suite. Bon, je viens chez lui. Le jour dit, j'arrive au bureau d'études, on m'explique ce que j'avais à faire, comme dessinateur détaillant. C'est-à-dire, dessinateur détaillant, c'est la personne qui fait vraiment le détail de la pièce pour que les ouvriers, après à l'atelier, puissent la réaliser. Il faut donc avoir une connaissance précise des machines et de la résistance des matériaux. Alors, évidemment, moi je savais calculer des pièces, je savais faire toutes ces choses-là, mais là il n'en était pas question puisque j'ai prouvé on ne calculait rien du tout. C'était une intuition. Les gens avaient l'habitude de travailler un certain temps avec lui, ils savaient que ça tiendrait, que ça serait plié comme cela, et ainsi de suite. Alors j'ai commencé à avoir des difficultés, parce que Prouvé, à cette époque-là, passait tous les jours, mais vraiment tous les jours lorsqu'il était à Nancy, passait tous les jours au bureau d'études et sur la planche de chacun. Ça veut dire qu'il voyait tout, il rectifiait tout. À l'époque, on travaillait sur du calque. Quand vous avez gratté 3 fois un détail que vous refaire faire sur du calque, vous êtes passé au travers. C'était quelque chose, pour moi, c'était impossible. Alors, peut-être 3-4 mois après, vraiment, je n'en pouvais plus. Je passais mon temps à recommencer. C'était jamais ce qu'il voulait. Je lui dis, écoutez, monsieur Prouvé, ça ne va pas, parce que malgré ma bonne volonté, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je sais faire des choses, mais pas ça. Ouais, bien, écoute, c'est très simple. Tu viens me voir dans mon bureau. Panique un petit peu, je vais te voir dans ce bureau. Mais bien écoute, on va prendre des choses simplement. Tu vas passer par le premier poste de travail atelier qui s'appelle le pliage. C'est là qu'on reçoit les plans d'usinage et qu'on regarde comment on va faire pour réaliser ces tôles, les découper, faire les pliages. Moi, j'y suis resté 3 mois, c'était extraordinaire, parce que finalement, j'ai appris comment on devait dessiner ce qu'on voulait, de telle sorte que sur les machines, on puisse réaliser très exactement ce qu'on avait demandé. Ça a été très concluant, j'étais très content, Prouvé était très content. J'ai passé tous les postes de l'atelier, principalement donc tout ce pliage, ce traçage. Le traçage, je crois que j'ai dit pliage, hein, c'est traçage. Et ensuite de ça, je suis passé pendant 3 mois à la plieuse, c'est-à-dire la machine qui permettait de faire qu'on passait des tôles qui avaient été tracées selon la demande du bureau d'études à la mise en forme de cette tôle. Bon, c'était tout à fait extraordinaire pour moi, c'était une formation vraiment qui dépassait ce que j'avais pu penser, puis je n'étais pas du tout formé, je n'avais pas ça dans ma tête. Et après cela, je suis remonté au bureau d'études, tout allait bien, et j'avais même des moments qui m'étonnaient un petit peu, vraiment très étonné,
quand des dessinateurs anciens dans la boîte venaient me poser des petites questions, comment faire vraiment pour obtenir ce détail-là. Je peux vous dire que c'est satisfaisant, c'est tout à fait extraordinaire. Et vous avez travaillé donc de 52 à... Oui, j'ai travaillé, donc ensuite, j'ai travaillé au bureau d'études. Ensuite, je suis remonté donc au bureau d'études. J'ai dû y travailler un an, une bonne année, un an et demi. Et à ce moment-là, il a été décidé que je changerais d'affectation, que je ferais une sorte de synthèse de ce qui se passait entre le bureau d'études, la fabrication et les chantiers. Pourquoi? Parce que, bien sûr, tout était bien prévu au bureau d'études, la fabrication suivait bien, mais il y avait un petit problème sur les chantiers, car le gros problème en réalité était que les éléments n'arrivaient pas forcément dans l'ordre où on en avait besoin sur le chantier. Si vous livrez les panneaux de remplissage avant que vous ayez mis en place les rives et la structure, c'est pas la peine, vous êtes obligé d'attendre. Alors je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait clarifier un petit peu les dossiers qui étaient très compliqués. Car lorsque je suis arrivé, c'était le début, au bureau d'études, le début de la prise en main, si l'on peut dire, ou de l'arrivée de CGDUR et de Studal. Le chef du bureau d'études de l'époque était un monsieur qui avait mis au point un système de nomenclature qui était le système des nomenclatures utilisé dans l'aviation. C'est-à-dire que sur une même feuille de papier 21.9, 29.7 apparaissait le détail de la matière utilisée, le détail de sa fabrication, ensuite le numéro du plan qui passait à l'atelier, le numéro du plan d'assemblage avec un autre élément si c'était un élément compliqué, et ensuite qui passait au chantier. Je me suis rendu compte que le chantier n'avait absolument pas besoin de tout ça, ce n'était pas vrai du tout. Il avait besoin d'une nomenclature plus simple qui ne donnait que les éléments arrivant sur le chantier et bien sûr l'ordre de montage. Mais l'ordre de montage était relativement facile, c'était facile à faire puisque tous les chantiers de l'époque, en tout cas c'était les chantiers d'éducation nationale, les écoles Koch et ainsi de suite, étaient tellement, on va dire, schématisés, standardisés, que le travail a été très très simple. Et il faut dire que, ma foi, après ça, ça fonctionnait à peu près normalement. Et je suis remonté au bureau d'études. Donc vous avez fait du pilotage pour les constructions scolaires? Pour les constructions scolaires. Vous parliez de Loire en particulier, de Dieu-Loire. Et d'autres, bien sûr. À quelle époque Écoutez, oui, alors là, je prends mon petit papier, parce que si vous me parlez d'époque, il faut bien que je me souvienne. J'ai quitté Nancy en 55. Le dernier du mois d'août de 55. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'était terminé. J'ai quitté Nancy parce que je ne voulais plus travailler dans les conditions de travail, sans vouloir faire de polémique que je n'appréciais pas du tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir venir travailler pendant un an de façon intérimaire, si vous voulez, à Paris, dans une société Baudénon-Roussel qui faisait entre autres des cabines d'ascenseur et qui est un petit peu sur la ligne de Prouvé en ce qui concerne l'utilisation des tôleries. Et au bout d'un an, c'est très exactement un an après, je suis revenu chez Prouvé, qui à ce moment-là avait son bureau d'études qui fonctionnait un petit peu plus normalement et qui commençait à avoir des moyens pour nous payer. Parce que ce n'était pas le tout. Il fallait bien qu'ils nous paient. Donc, à partir de cette date-là, c'est-à-dire très exactement le 19 septembre 1956, j'ai à nouveau fait partie de Prouvé, du travail de Prouvé, et je n'ai quitté Prouvé qu'à la fin de juillet 70, quand l'activité CIMT a cessé. Je suis passé pendant toute cette époque, bien sûr, de différentes activités. J'ai un petit peu cessé le travail du bureau d'études à proprement parler pour faire du travail de conception et j'ai terminé mon travail chez Prouvé comme responsable des chantiers expérimentaux, c'est-à-dire tous les petits bâtiments qui utilisaient des procédés un petit peu différents, des montages un petit peu différents et surtout je suis intervenu à une époque un petit peu charnière dans les petits bâtiments de Prouvé. Vous savez, qu'utiliser les panneaux Rousseau et tout ce qui s'ensuit, je ne vais pas vous faire détail, mais qui demandait à ne réaliser que des constructions linéaires,
avec des angles de droit bien précis et un petit peu compliqués de raccordement, à cette époque de la charpente Petrov, où à ce moment-là, on avait toute liberté pour faire des bâtiments d'une grande souplesse de géométrie. Et donc de cette époque, on va travailler avec Prouvé. Comment vous pourriez parler de l'énergie Prouvé, de comment la relation, quoi. Ben, oui. L'énergie de Prouvé, vous devez le savoir, était vraiment très grande, puisqu'il voyait, c'est vrai, de l'idée de base jusqu'à la réalisation, en passant par les prototypes. Et les prototypes, je vous assure que ce n'était pas tout à fait aisé de faire des prototypes avec lui pour savoir s'arrêter. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. À l'usine, c'était son Pierre Prouvé qui s'occupait des prototypes. Ben, il y avait souvent bien des difficultés, parce que le prototype, à mon sens, à moi aussi, et comme au sens de Pierre Prouvé, bien évidemment, donnait pleine satisfaction, mais pouvait éprouver encore le besoin d'améliorer, d'apporter des détails et autres. Et c'était très difficile de s'arrêter. À Nancy, à Paris, c'était totalement différent, car il n'a plus du tout eu cette approche de la fabrication. Absolument plus du tout. Les produits étaient fabriqués pendant une époque par la société Goumi, qui était une petite entreprise de métallerie qui était à la Nation à Paris, et ensuite par la CMT, qui avait un atelier à Boulogne-Billancourt, où on a fait des prototypes pendant une époque très courte. Pendant, ça a dû durer un an et demi à peu près, et ensuite tout ça a été transféré à l'usine de Bordeaux, l'usine de CMT à Bordeaux. Donc Prouvé n'intervenait plus beaucoup, et c'est à ce point les problèmes se sont posés que Prouvé avait demandé, c'était en 60 et 61, à ce que je sois détaché à l'usine de Bordeaux auprès du département de Jean Prouvé à Bordeaux, auprès du chef du département, pour justement essayer de faire que tous ces petits inconvénients disparaissent. Faire que ces gens... Il faut savoir que la CMT était une entreprise très importante qui travaillait dans le matériel ferroviaire. Et le matériel ferroviaire, les wagons, comme vous le voyez, sont des choses extrêmement précises. Et bon, je n'en discute pas. Mais pour laquelle on a un temps d'étude extrêmement long. Pensez que pour approvisionner les tôles qui rentraient dans la confection d'un wagon, la CMT disposait d'un délai, parfois, je n'exagère rien, de 2 années. Or, il faut savoir que dans le bâtiment, entre le moment où le produit est défini, vraiment défini, et où le produit intervient sur le chantier, c'est quelques mois. Donc, il a fallu changer totalement leur produit. Vous savez, on lançait à la CMT des consultations dans toute la France. Des consultations, puis on discutait sur le quart de centime du mètre carré de la tôle. Ça n'avait aucun sens quand on pense au délai d'exécution. Ça coûtait en fait une fortune, c'est quelques centimes récupérés, parce qu'ils étaient perdus en délai d'exécution, en délai de montage. Bon, c'était mon principe, puis montrer, expliquer un petit peu à ces gens, justement, ce qu'était la conception Prouvé, dans des délais de montage, dans des détails de fabrication, de tôlerie, qui pour eux, évidemment, n'étaient pas du tout de leur culture, puisque c'était, encore une fois, la fabrication des wagons SNCF, des wagons du métro. Vous avez dû souvent voyager dans des wagons de métro, vous avez une belle pancarte, CIMT, Compagnie industrielle de matériel de transport, qui en fait était la société dans laquelle travaillait Prouvé. Et donc, pour qualifier, Prouvé inclassable, justement, comment vous parleriez de... Comment vous réagissez oui, en vrai, il a fait un petit peu de tout. Il a fait du mobilier comme il faisait ses meubles, ses bâtiments, ou ses bâtiments comme il faisait ses meubles. Vous savez très bien qu'on peut retrouver la parenté entre les uns et les autres dans les éléments qui composent les bâtiments. Bon, un petit détail, bien sûr, Prouvé pendant la guerre à fabriquer des vélomoteurs à essence dont l'élément vert oblique du cadre avant n'était autre que le réservoir à essence du vélo. Il a bien fabriqué une voiture aussi. Je pense qu'il a fait un petit peu tout. C'est difficile de classer, c'est très difficile. Alors, on en arrive au sentiment de la durée ou de l'origine des idées de Prouvé, du côté un petit peu intemporel de Prouvé. J'arrive peut-être un petit peu trop tôt pour répondre à votre question. Non, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je sors en papier parce que
quand j'ai reçu votre document l'autre jour, où on parlait de ça, je me dis, oh là là, c'est vraiment extraordinaire. Parce que je suis, si vous voulez, un petit peu intéressé par la période Art Nouveau et Art Déco, et en particulier par la période de la sécession autrichienne. Et je me suis souvenu avoir lu des choses qui m'avaient justement sidéré à l'époque. Et je me suis livré depuis la réception, c'est pas vieux, 2 jours, un petit peu de recherche. Effectivement, j'ai trouvé une citation. Il s'agissait à ce moment-là d'un texte, d'un document qui traitait de la sécession autrichienne, d'un texte qui disait ceci. Nous partons de la fonction, virgule, de la valeur d'usage. Plus exactement, la valeur d'usage est notre premier critère. Point de suspension, il y a autre chose. Ensuite, notre force doit résider dans un bon traitement des matériaux. Alors, quand vous lisez ça, c'est paru, c'était un extrait du programme de travail de l'atelier, paru en 1905, qui résumait la pensée d'Hoffmann et Moser, bien sûr. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était en 1905, Prouvé est né en 1901, et ça résume, à mon avis, tout à fait, l'esprit de Prouvé, pour moi. Parce qu'avant de faire quelque chose, pour lui, c'était de savoir à quoi cette chose devait répondre, et ensuite, trouver les matériaux qui répondraient au mieux pour réaliser cette chose. Je pense que vous êtes de mon avis. Tout à fait. Tout à fait. Hein, tout à fait. Et on peut dire que dans sa vie, Prouvé a utilisé d'abord l'acier sous des formes de tôle avec lesquelles il fabriquait les profils, puisqu'à l'époque, s'il avait besoin de plusieurs fonctions pour une fenêtre, donc les fenêtres à guillotine dont on a parlé tout à l'heure, entre autres, il n'y avait pas de profil pour faire que tout ça sente, tous ces petits machins, passe dans des circuiteries. Il pliait des tôles de façon absolument extraordinaire. Et tout ça constituait des assemblages qu'il a remplacés aussitôt qu'il a pu par de l'aluminium, parce qu'il a très vite compris que l'aluminium lui permettait de filer des profils qu'en un seul élément lui permettait d'assurer la fonction de 3 ou 4 éléments différents. Après ça, bon, il a utilisé le plastique, vous le savez comme moi. Maintenant, il aurait utilisé des produits nouveaux, c'est bien évident. Hein, on a beaucoup parlé dans les façades de l'invention, des vitrages, des façades en vitrage extérieur collé. Mais s'il lui avait vécu un petit peu plus longtemps, il y serait arrivé bien avant, parce que bien sûr, c'était son mode de fabrication, puisqu'on tenait là les vitrages sur la façade, comme il les a tenus sur un chantier dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'était autre que la façade de la petite galerie Steve Simon à Saint-Germain-des-Prés. Et ça remonte, ça, au début des années 60. Donc, même le vitrage extérieur collé, où on tient les façades sur les vitrages avec 4 petites pattes ou d'autres procédés, n'a rien effectivement de nouveau. Et donc, vous réagissez comment à cette formule, ne jamais copier, ne jamais plagier, si vous pouvez je pense que effectivement on peut dire que copier, que prouver, on a peut-être un petit peu dit que prouver c'était copier ou plagier, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas d'accord. La seule chose que je peux dire, c'est que dans tout ce qu'il a pu dessiner, mettre au point, réaliser du début de son travail jusqu'à la fin de ses fonctions, ont toujours été basés sur des mêmes procédés. Si vous allez visiter et décortiquer tant soit peu la maison du peuple à Clichy, vous apercevrez qu'on retrouve les mêmes modes de conception et d'assemblage que dans ces dernières réalisations. Bien sûr, les produits ont pu être différents parce que les matériaux ont évolué, mais c'est pas de la copie, c'est pas du plagiat. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Prouvé ait plagié quelque chose. Il a utilisé de ces procédés, bien évidemment, en 2 grandes familles, les systèmes gris, les systèmes aux panneaux autoportants pour ce qui est des façades, et qu'il a ensuite
assemblés tout à fait différemment pour faire des réalisations. C'est ce que des maisons individuelles ou des bâtiments de plusieurs niveaux. Je fais une petite parenthèse, mais Oui. ne jamais copier, ne jamais plagier, c'était plus la notion d'innovation que au sein même de son œuvre. Vous voyez ce que c'était ça? C'est un petit peu difficile pour moi, j'avoue franchement, à saisir ce que vous voulez dire. D'accord. Ok. Non, On arrête là hein, sur le. Non. Et on va poser là le moins d'esthétique, plus d'éthique. oui, alors là, si vous pouvez reprendre la formule et Oui. la commenter. oui, alors si l'on peut résumer la formule plus d'esthétique et moins d'éthique, non, c'est l'inverse, moins d'esthétique et plus d'éthique. Je crois franchement qu'on peut revenir à la phrase que je vous ai signalée tout à l'heure du début de la sécession. Je pense que Prouvé, ça a été tout à fait depuis le début, enfin, tout le temps que j'ai été chez lui, franchement, ça a toujours été cela, trouver la solution la plus simple, ne jamais se proposer, se préoccuper de l'effet. Prouvé ne dit jamais, je n'ai jamais entendu dire qu'une chose était belle, jamais, mais qu'elle était bien. Qu'ils y arrivaient bien, ça tout à fait cela, c'est-à-dire que la chose répondait à la fonction qu'on attendait d'elle. Pas du tout à l'aspect de la chose, absolument pas du tout. Écoutez, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que je reprends l'idée que j'ai entendue tout à l'heure au cours d'une discussion préalable, que je pense qu'effectivement, il serait vraiment très intéressant de regrouper divers intervenants, des gens qui ont connu Prouvé, dans une réunion globale, afin que chacun puisse mieux, je ne sais pas quoi, raconter sa vie prouvée, parce qu'effectivement, je me suis aperçu tout à l'heure que plein de choses reviennent, plein de choses refont surface lorsqu'on discute avec quelqu'un qui a travaillé autour ou chez Prouvé. Donc moi, ça serait vraiment une chose qui me paraîtrait, je dirais, c'est vrai, à la limite essentielle, pour une bonne connaissance de Prouvé, je pense. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un message. Je ne sais pas si c'est un message. Non, mais je ne fais que répéter ce que je vous ce qui est ressorti tout à l'heure. Mais ça me paraît vraiment que voulez-vous que je raconte d'autres. Non, mais personnellement, c'est c'est pas la peine. Je raconte des choses prouvées ou autres, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais ça me paraît vraiment une très très bonne idée.